Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Nash. À la une ce mois. À la une de ce podcast pour le mois de novembre, nous allons revenir sur le deuxième tour des discussions dans le cadre des Nations Unies en vue de l'élaboration d'un cadre de collaboration fiscale internationale qui s'est déroulé à Nairobi, la capitale du Kenya. Nous allons essentiellement discuter avec Liz Nelson, directrice du plaidoyer chez Tax Justice Network, mais aussi spécialiste des questions de corrélation entre les droits de l'homme et la justice fiscale. Liz sera la seule invitée de ce programme. À tout de suite pour les détails. Bienvenue dans cette 75e édition de votre podcast en français Impôts et justice sociale proposé par Tax Justice Network. Nous allons vous plonger au cœur d'une révolution diplomatique, la construction sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies d'une convention fiscale internationale en vue d'améliorer la coopération en la matière et d'établir un cadre plus inclusif. Pour ceux qui suivent, après une première étape effective à New York, aux États-Unis, c'est à Nairobi, au Kenya, en novembre dernier, que les lignes ont véritablement commencé à bouger. Dans les couloirs de ces négociations, la société civile, portée par des voix fortes, a exigé que la justice fiscale ne soit plus traitée comme un simple sujet technique, mais comme un impératif des droits humains et de souveraineté nationale. Pour décrypter les avancées, les points de blocage et l'énergie de cette session kenyane, nous allons discuter avec Liz Nelson. Elle est responsable du plaidoyer chez Tax Justice Network, mais elle est aussi au cœur de ces discussions. Elle a représenté Tax Justice Network lors de ces discussions pour s'assurer surtout que les erreurs du passé ne soient pas répétées, notamment comme celles qu'on a vécues dans le cadre des processus menés par l'Organisation pour la coopération et le développement économique et que les besoins des pays du Sud global soient enfin entendus. Liz, merci d'être avec nous et pour vous, nos auditeurs, écoutez l'entretien que j'ai eu avec elle. Liz Nelson, tu as fait ce déplacement de Nairobi au Kenya et tu es revenu de ce deuxième round de négociations à Nairobi pour la création de ce cadre fiscal international sous l'égide des Nations Unies, ce cadre de coopération fiscale internationale sous l'égide de l'ONU. C'est une demande de longue date de l'ONG Tax Justice Network, le réseau pour la justice fiscale. Alors, après l'étape de New York, j'aimerais quand même avoir ton ressenti sur le terrain. Est-ce que tu as senti un vrai élan pour intégrer une question qui est primordiale pour Tax Justice Network, à savoir celle des droits de l'homme dans les différentes négociations qui avaient cours dans les couloirs de cette session? Ou alors, est-ce qu'il y a encore une forme de résistance de la part de certains États? It's interesting, Idris, because
C'est intéressant, Idriss, parce que lors de l'élaboration du mandat de ces négociations, on a senti une réelle résistance à l'idée d'y inclure la terminologie des droits de l'homme, au point que c'est sorti du texte, puis c'est revenu, puis je crois que ça a été de nouveau retiré. C'était un véritable chassé-croisé, pour tout dire. Pourtant, lors de ces discussions, nous avons beaucoup parlé de questions fiscales qui sont absolument fondamentales pour les droits humains. L'un des piliers des normes relatives aux droits de l'homme, c'est la transparence. C'est au cœur du sujet. Équité, transparence, égalité, ce sont des principes clés pour les droits humains. Et lors des négociations à Nairobi, c'était frappant. Nous parlions de la répartition équitable des droits d'imposition, nous parlions de transparence via l'article 6 sur l'échange d'informations et l'égalité était aussi un point central. Aujourd'hui, dans les négociations et le cadre de travail actuel, comme je le disais, les droits humains font bien partie du mandat. Mais dans la Convention et les ébauches de l'article 9, tout tourne autour du développement durable. Cela permet d'intégrer les droits humains, l'égalité des genres et les dimensions environnementales de la justice climatique en s'alignant sur ce qu'on appelle l'engagement de Séville, le Compromiso de Sevilla et cet accord lors de la conférence de l'ONU sur le financement du développement. D'une certaine manière, c'était crucial à Nairobi car c'était un point de référence majeur. Même pour les pays pour qui le concept de droits humains est difficile à accepter, une pilule parfois dure à avaler, celui de développement durable passe beaucoup mieux. Il y a eu une impulsion forte à Séville en Espagne en juin dernier. Ces questions y ont été discutées et de réels progrès ont été faits sur le reporting pays par pays. C'est une mesure phare de la justice fiscale qui, en apparence, ne semble pas directement liée aux droits humains, mais c'est en réalité un levier essentiel pour la transparence et les droits fondamentaux. À mesure que les négociations intergouvernementales avancent, on voit que tout se négocie. Il n'y a pas encore de soutien universel pour les droits humains. Certains se demandent, est-ce vraiment l'endroit pour pousser à la réalisation des droits humains ? Le soutien n'est pas unanime, mais il y a un consensus autour de l'article 9 sur le développement durable. Et quand on commence à décortiquer ce concept, je pense que les délégués et les différents pays réalisent enfin à quel point c'est vital pour l'égalité et pour la justice fiscale. For equality and for tax justice. On comprend très bien, Lise, que les déclarations qui ont été faites à Séville en Espagne, notamment lors du dernier forum sur le financement du développement, servent désormais de pont pour intégrer l'égalité de genre et la justice climatique dans le cadre de ces négociations en vue d'un cadre de coopération fiscale internationale plus inclusif, plus juste. Alors, Lise, on entend souvent dire au sein du mouvement pour la justice fiscale que tout part de la répartition des droits d'imposition. C'est d'ailleurs le champ de bataille de nombreuses organisations de la société civile du Sud global. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas experts, pourquoi est-ce que cette question est si vitale au-delà des mots pour la souveraineté réelle des pays du Sud et notamment des pays africains? Je suis absolument convaincue qu'il y a aujourd'hui une réelle prise de conscience. La répartition équitable des droits d'imposition est fondamentale. C'est un point central et toute la société civile s'accorde là-dessus. Si nous parvenons à instaurer cela correctement, pas seulement dans le texte, mais dans la structure même de l'accord, alors énormément de choses en découleront. On en a déjà un peu parlé ensemble, mais tout part de là, car sans cette répartition équitable des droits d'imposition, les pays n'ont plus la souveraineté nécessaire pour taxer de manière progressive, comme ils le souhaiteraient, afin de soutenir leurs citoyens. Si vous n'avez pas cette répartition équitable et donc pas cette souveraineté, vous n'avez plus les moyens de mobiliser les recettes dont vous avez besoin. Des recettes cruciales pour les droits humains et la protection sociale, bien sûr, mais aussi pour la capacité même des administrations fiscales à opérer dans un environnement mondialisé de façon juste. Sans cela, un pays se retrouve privé de moyens, faute de revenus pour mettre en place l'expertise, les directives et, concrètement, le personnel nécessaire pour accomplir le travail qui doit être fait. En effet, Lise,
Nous sommes d'accord que sans une répartition équitable de ces droits d'imposition, les pays perdent leur souveraineté fiscale, c'est le cas aujourd'hui, et les revenus nécessaires pour financer la protection sociale et les services publics essentiels sont eux aussi perdus. Il y a une étude menée par la chercheuse Rachel Eterfoya sur les conséquences du transfert de bénéfices, notamment à partir du Nigeria. Des dizaines et des centaines de milliers d'enfants auraient accès à l'eau potable et aussi pourraient aller à l'école gratuitement. Alors Lise, on continue justement pour que cette convention de coopération fiscale bâtie sous l'égide des Nations Unies change vraiment quelque chose. Il faut éviter de reproduire les erreurs des instruments précédents comme ceux de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Alors Lise, de ton point de vue, comment faire pour que les impératifs de croissance économique ou de commerce international qui sont très souvent mis en avant ne viennent pas une fois de plus étouffer l'exigence du droit à une véritable justice fiscale? That's a really good question and it's so key. C'est une excellente question. Il est absolument crucial que, tout au long de ces négociations, nous restions extrêmement vigilants pour ne pas reproduire, comme vous le dites, les erreurs et les failles du passé. C'est pourquoi, alors que cette convention fiscale de l'ONU est en cours de conception et de développement, nous devons veiller à ce que sa relation avec d'autres instruments et engagements fiscaux, je pense notamment aux conventions de double imposition ou aux futurs protocoles, ne recrée pas les mêmes problèmes. On entend beaucoup parler de neutralité fiscale et d'efficience fiscale. Ce sont des arguments que certains milieux font remonter aux délégués. Il y a évidemment une volonté de promouvoir le commerce international, l'investissement et la croissance économique. Mais ces questions de commerce et de croissance doivent être équilibrées par un engagement ferme en faveur d'une répartition équitable des droits d'imposition. Elles ne doivent pas y faire obstacle. Les négociateurs, les délégués et les pays qui se réunissent 3 fois par an doivent garder cela à l'esprit. C'est un point fondamental. Et je pense que c'est là que la société civile a un véritable rôle à jouer. S'assurer que les négociateurs ne s'engagent pas dans une voie où l'on parle de croissance économique sans jamais se demander « D'accord, mais la croissance pour qui? Et où la valeur est-elle réellement créée? » Ils doivent impérativement comprendre et maintenir cet engagement pour une répartition équitable des droits d'imposition. Cela doit être une démarche active. En effet, Lise, je suis d'accord avec toi qu'il faut pondérer les intérêts commerciaux pour davantage se focaliser sur la justice fiscale. Et oui, je suis aussi d'accord avec toi, nous devons nous poser la question de savoir, on a besoin de croissance, c'est une certitude, mais la croissance pour qui? Et où est-ce que la valeur de cette croissance va réellement? Posé ainsi, il est clair que l'impératif des droits humains doit être au cœur de ces négociations et non pas l'intérêt des multinationales qui veulent générer davantage des profits. Alors, sur un plan plus technique, Lise, on voit des recommandations phares comme le reporting des comptes financiers des multinationales pays par pays qui soit accessible au public ou le registre mondial des actifs qui aussi est accessible au public. On voit ce genre de propositions gagner du terrain dans les discussions. Est-ce que tu es optimiste? Est-ce qu'on est en train de passer de ce qui était encore considéré il y a quelques années comme de l'utopie militante à une réalité diplomatique qui pourra être consolidée dans le cadre des Nations Unies? On the first one about seeing some of the Concernant votre premier point, sur le fait de voir enfin figurer des recommandations politiques phares que le mouvement pour la justice fiscale réclame depuis 20 ans, c'est passionnant. Je parle de la transparence et, comme vous l'avez dit, de l'échange automatique d'informations. Cela n'exige pas que les pays n'ayant pas encore la capacité administrative nécessaire appliquent tous les mêmes standards en même temps, qu'il s'agisse de l'identification des bénéficiaires effectifs, d'un registre mondial des actifs ou du reporting pays par pays.
Tout cela me rend très optimiste. Je suis assez réaliste pour savoir que toutes ces mesures ne seront probablement pas adoptées simultanément. Mais, comme je le mentionnais tout à l'heure, Idriss, obtenir un engagement de tous les pays sur le reporting pays par pays et voir cela inscrit dans les négociations d'une convention de l'ONU, c'est une avancée spectaculaire. On n'est pas dans l'utopie, mais c'est une étape cruciale. C'est un élément fondamental de notre travail, mettre en lumière l'ampleur des abus fiscaux des multinationales et les transferts de bénéfices en montrant le décalage entre l'endroit où les entreprises déclarent leurs profits et celui où elles créent réellement de la valeur économique. Alors, voir le reporting pays par pays et l'échange automatique d'informations reconnues comme des piliers fondamentaux de la transparence, même s'il reste des questions à régler sur le comment, le quand et le qui, c'est vraiment enthousiasmant. C'est très encourageant de voir cela se concrétiser dans les négociations. Et pour répondre à votre second point, l'échange d'informations, les bénéficiaires effectifs et le reporting pays par pays sont intrinsèquement liés à la répartition équitable des droits d'imposition. Sans un cadre politique solide, comme le reporting pays par pays, qui oblige les multinationales à déclarer leurs profits là où elles créent de la valeur, on ne peut pas y arriver. C'est tout simplement indispensable. En effet, voir tous ces principes cardinaux de transparence fiscale défendus par Tax Justice Network depuis 2 décennies aujourd'hui, notamment le reporting des comptes financiers des entreprises pays par pays, accessible au public, tout comme le registre des actifs mondiaux et le registre des propriétaires, des bénéficiaires effectifs, serait une avancée assez spectaculaire et qui permettra de mettre en lumière déjà l'ampleur des abus fiscaux, mais aussi pourra réduire les pertes de revenus pour le continent africain en renforçant l'exigence de souveraineté fiscale. C'est assez clair. Alors, Lise, on va peut-être sortir, après cette discussion à Nairobi, quelle est la principale leçon que tu en tires personnellement ou peut-être de par ton rôle chez Tax Justice Network? On sait que les intérêts divergent souvent entre le Nord et le Sud, très souvent. Comment faire pour que ces négociations ne s'enlisent pas, qu'on ne soit pas en train de discuter des détails inutiles, mais qu'on avance sur l'essentiel? Je vais vous livrer une réflexion assez personnelle, mais je crois qu'il est essentiel de reconnaître que les différentes parties prenantes ont des points de vue divergents et qu'elles abordent ces questions sous des angles très variés. Et il ne faut pas en avoir peur. Quand je parle de parties prenantes, je pense bien sûr avant tout aux pays eux-mêmes. Je pense qu'il incombe à la société civile, aux organisations comme Tax Justice Network et plus largement au mouvement pour la justice fiscale, d'écouter et de chercher à comprendre réellement d'où ils viennent et quelles sont leurs approches. Certes, il est primordial qu'en tant qu'organisation, militants et défenseurs, nous soyons clairs sur nos positions et nos lignes rouges concernant la transparence. Nous devons identifier ce qui risquerait de reproduire les failles que nous avons connues avec l'OCDE. Mais tout en affirmant nos demandes, nous devons aussi savoir écouter. Nous avons les recommandations politiques. Le Tax Justice Network, le mouvement pour la justice fiscale, les universitaires du monde entier et les titulaires de mandats spéciaux de l'ONU travaillent dessus depuis longtemps. Nous savons ce qu'il faut faire. Mais nous devons aussi comprendre les problèmes spécifiques que chaque pays apporte à la table, travailler à partir de ces difficultés et remettre en question certains présupposés. C'est une leçon importante que je tire de Nairobi. Les délégués présents dans la salle n'ont pas toutes les réponses. Ils essaient eux aussi de trouver leur chemin. On pourrait se dire, mais non, en fait, ils essaient juste de maintenir le statu quo. Et je suis sûre que c'est le cas de certains pays. Mais si nous ne sommes pas prêts à écouter et à démêler les véritables problèmes, je crains que les négociations ne s'éternisent et ne deviennent inutilement difficiles. I think the negotiations will be unnecessarily prolonged and difficult. C'est la fin de cette 75e édition de votre podcast en français Impôts et justice sociale sur la justice fiscale en Afrique
et dans le monde. Et l'occasion pour moi de remercier Liz Nelson, directrice du plaidoyer chez Tax Justice Network, mais aussi experte des questions de droits de l'homme en connexion avec la justice fiscale. Elle nous a rappelé avec force que la construction d'un cadre de coopération fiscale inclusif sous l'égide des Nations Unies n'est pas une affaire de chiffres, mais un enjeu vital de droits humains et de souveraineté fiscale pour les pays du Sud global et donc du continent africain. Elle a notamment souligné que des outils comme le reporting pays par pays des entreprises multinationales accessibles au public ou encore le registre global et mondial des actifs ne sont pas des utopies. Ces outils sont aujourd'hui devenus des piliers concrets de la transparence internationale que nous devons impérativement sécuriser. Restez à l'écoute car notre édition 76 reviendra plus en détail sur les aspects encore plus techniques de ces négociations et les mécanismes juridiques en cours de discussion dans le cadre des Nations Unies. Pour rendre cet échange accessible, c'est un petit rappel au plus grand nombre, nous avons eu recours à l'intelligence artificielle qui peut s'en passer pour réaliser le doublage de la voix de Liz Nelson en français, tout en veillant évidemment à respecter scrupuleusement l'intégrité de ses propos originaux. Ce podcast est disponible gratuitement sur toutes vos applications préférées, Spotify, Stitcher, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Votre avis nous intéresse pour échanger avec nous, poser vos questions ou suggérer des thèmes. Twitter, hashtag Impôt Social, Impôt avec S-8 social. Facebook, Impôt et Justice Sociale. Email, idriss@taxjustice.net. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour la suite de ce combat pour une coopération fiscale beaucoup plus inclusive, une fiscalité plus juste et des droits d'imposition beaucoup plus effectifs au profit des pays africains. Au revoir et à la prochaine.